18h39, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Notre invité ce soir, c'est Bernard-Henri Lévy. Bonsoir à vous. Bonsoir. On a évoqué la situation politique française. Évoquons maintenant ce qui se passe à l'international. Les menaces sont grandes. Les nuages noirs pèsent sur notre horizon. Les Européens tentent de se défendre face à un Donald Trump dont on ne comprend plus les actions et les paroles. Il menace désormais 8 pays, dont le nôtre, la France, d'une hausse des droits de douane de 10% sur leurs exportations aux États-Unis en raison de notre opposition à son annexion de gré ou de force du Groenland. Que se passe-t-il aujourd'hui, Bernard-Henri Lévy? Les rapports de force sont complètement inversés. On vit un bouleversement qu'on n'a pas vu depuis 60 ans. Ce n'est pas les rapports de force. Les rapports de force ont toujours été ceux-là, avec une Amérique surpuissante et gendarme du monde. Ce qui a changé, c'est les alliances. C'est-à-dire qu'on a pour la première fois depuis 1945 et même depuis 1914, 1918, des États-Unis qui se comportent comme s'ils n'étaient plus les amis du reste de l'Occident. Comme si pour eux, on parlait avec le Danemark comme on parle avec la Russie, on parlait avec l'Allemagne comme on parle avec la Chine. C'est ça la vraie nouveauté. C'est que le critère des alliances ou des amitiés des États-Unis a changé. Ça n'est plus la vieille idée de défendre les valeurs occidentales. Est-ce que vous pensez que ça a vraiment été un jour le projet des États-Unis de défendre les grandes idées? C'est pas défendre leurs intérêts de tout temps. Tous les présidents américains ont d'abord défendu les intérêts américains, Bernard-Henri Lévy. Attendez, non. Quand ils ont libéré l'Europe du nazisme ou contribué à la libérer, c'était peut-être leurs intérêts, mais enfin c'était des valeurs. Ils voulaient un système anglo-saxon. Quand ils ont fini par arrêter le massacre en Bosnie-Herzégovine en 1994, c'était peut-être leurs intérêts, je ne vois pas lesquels d'ailleurs, mais c'était aussi parce qu'ils ont fini à défendre des valeurs, ils ont fini par défendre des valeurs. Il y a beaucoup d'exemples où les États-Unis se sont conduits conformément à ce qu'ils disent être, dans leur charte fondatrice, leur exceptionnalisme. Bien sûr que non. Les États-Unis sont un grand pays, avec un grand credo, avec il y a quelque chose de beau dans l'idéologie américaine, mais qui est en train, là, qui aujourd'hui semble provisoirement en état de coma. Pour autant, ils sont toujours nos alliés. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, notre ennemi, c'est l'Amérique? Non, c'est impossible. Non. Okay. Notre ennemi, c'est toujours la Russie, toujours les ayatollahs iraniens, toujours l'islamisme radical, toujours la Chine. Mais on ne peut plus compter, nous les Européens, apparemment, pour l'instant, sur les États-Unis pour mener les combats les bras de fer dont je viens de vous parler. Est-ce que ce n'est pas justement le sursaut qui nous est ainsi proposé? Réagir, on s'est endormi sous le parapluie américain depuis tant d'années. Est-ce qu'il nous est proposé? Je ne crois pas. Je ne crois pas que Trump ait eu dans l'idée de nous faire sursauter. En revanche, que les Européens aient un réflexe de survie, de défense, peut-être. C'est d'ailleurs ce qu'on observe, et tant mieux. Si c'est ça, ce sera en effet un réflexe de survie face à l'abîme, parce qu'on est au bord de l'abîme, là, vraiment. L'économie européenne, l'économie américaine aussi, parce que si les Européens répondent comme ils le devraient, et comme l'annoncent certains, dont le président français, s'ils répondent sur le même ton, tarif contre tarif, vous allez voir, le marché le plus important pour les exportations américaines, plus important au monde, c'est le marché européen. Si demain les Européens décident de répondre aussi par une guerre des tarifs très mauvais pour les agriculteurs américains, pour les industriels américains et pour la Silicon Valley. Une question de lui de Ragnel. Oui, Bernard-Henri Lévy, Donald Trump vient d'annoncer la création de son Conseil de la paix, une sorte de conseil pour régler les affaires, alors officiellement pour l'instant de Gaza, mais on voit tous que l'objectif de Donald Trump, c'est de régler les affaires du monde. Le principe est simple, il propose à un certain nombre de pays d'y participer, chaque pays doit mettre $1 milliard cash, et ensuite on verra ce qui se passera. La question que je voulais vous poser, est-ce que selon vous, les institutions internationales et le droit international sont définitivement morts? Les institutions internationales sont très mal en point. L'ONU, les grandes institutions qui en dépendent sont très mal en point depuis le 7 octobre et en fait avant. Je veux dire, les Nations Unies, leur entrée en agonie a commencé avec la guerre de Bosnie. À l'époque, il y avait le Gutiérrez de l'époque qui s'appelait Boutros-Ghali et dont les abandons, dont les trahisons à l'endroit de ce pays européen qui était le Bosnie-Herzégovine ont été à peu près du même ordre que ce à quoi on assiste aujourd'hui. Donc en effet, 30 ans d'agonie,
c'est sûr que les institutions nationales sont en mauvais état et qu'on ne peut plus compter sur elles, ni pour imposer la paix, ni pour promouvoir la justice, ni pour traiter avec équité les génocidaires, et les vrais génocidaires et ceux qui défendent leur peau, et ainsi de suite. Ça, c'est sûr. Même le Conseil de sécurité des Nations Unies, selon vous ? Ce Conseil de sécurité ne sert plus à rien. Regardez ce qui se passe pour l'Ukraine, regardez ce qui se passe sur tous les dossiers sensibles, regardez sur l'Iran. Vous avez 2 pays qui font la loi au Conseil de sécurité par leur veto, qui sont la Chine et la Russie. Regardez toutes ces institutions aux Nations Unies où un comité de défense des femmes est dirigé par un Iranien, ou un comité de défense des droits de l'homme fut dirigé par un Pakistanais, où la personne chargée, Madame Albanese, de la question du Proche-Orient est une antisémite quasiment affichée. C'est pas possible. Les grandes institutions internationales, pour que le droit soit respecté, elles doivent observer un minimum de neutralité. Et voilà, c'est pas le cas. Ni la Cour pénale internationale, non plus. Donc, c'est sûr que... On a changé d'époque. C'est-à-dire que maintenant, ce monde-là dont vous parlez est totalement révolu et on est rentré dans le monde des fauves. Ou vous pensez qu'un retour en arrière est possible ? Un retour en... Rien n'est jamais définitif. Et un retour en arrière, est évidemment toujours possible, bien sûr. Là aussi, il peut y avoir sursaut. D'autant plus que, et encore une fois, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est un lent mouvement, mais il peut y avoir un mouvement inverse. Les choses ne sont jamais écrites. Il n'y a pas de fatalité en histoire. Se trompent autant ceux qui disent qu'on va automatiquement vers le progrès indéfini, et ceux qui disent on va automatiquement vers le déclin obligé. Ils se trompent autant, les deux. Ils oublient qu'il y a parfois des femmes et des hommes qui résistent à la fatalité et qui proposent quelque chose et qui d'un seul coup renversent la table. Bernard-Henri Lévy, encore un mot du Groenland, cet immense territoire autonome danois. Le président Trump invoque des questions de sécurité nationale face aux Russes, face aux Chinois. Est-ce que vous entendez ceux qui disent qu'il vaut peut-être mieux que ce territoire finalement soit américain plutôt que russe ? Je préférerais qu'il soit américain plutôt que russe, ça c'est sûr. Mais c'est pas ça le choix. Le choix, c'est qu'il soit européen, c'est qu'il soit dans l'espace européen, avec un accord qui existe depuis des décennies et qui fait que les Américains peuvent y installer toutes les bases, peuvent y positionner tous les hommes, peuvent y placer tous les armements qu'ils jugeraient nécessaires. C'est déjà le cas, ils ont déjà une base. Oui, alors peut-être pas, si c'est pas suffisant, qu'ils le disent. Il y a un traité qui date de 1951 et qui leur donne toute latitude pour accentuer leur présence militaire. Donc le vrai choix, c'est celui-là. Et d'ailleurs, vous savez, ce qui est triste dans cette histoire est un peu incompréhensible. C'est que le président américain, il n'invoque pas des raisons de sécurité nationale. Aux dernières nouvelles, il invoque 2 raisons. Il dit, 1, que ça lui est psychologiquement confortable, qu'il en a besoin psychologiquement, et il dit 2, dans une lettre lunaire adressée au Premier ministre norvégien, que puisqu'on ne lui a pas donné le prix Nobel de la paix, alors il ne se sent plus contraint par ce rôle qu'il s'était donné jusque-là de faiseur de paix. Donc, je ne sais pas quelles sont ses raisons. Est-ce que c'est son confort psychologique ou l'amertume de ne pas avoir le prix Nobel, ou est-ce que c'est des raisons de sécurité nationale ? En tout cas, cela, si les États-Unis tenaient toujours, comme ils l'ont toujours fait, à cette grande alliance occidentale, ça devrait être discuté entre alliés. Est-ce que vous avez pensé que Donald Trump a reculé sur l'Iran au dernier moment, alors qu'il avait dit aux manifestants qui se faisaient massacrer dans les rues « Tenez bon, l'aide arrive ». Est-ce que vous pensez qu'il a reculé et qu'il n'a pas envoyé ses bombardiers pour des raisons stratégiques ? J'espère, je prie pour qu'il n'ait pas reculé et que sur ce point, peut-être cet attentisme obéisse à une stratégie secrète et à une ruse. Je prie pour cela, parce que sinon ce serait terrible. La plus grande démocratie du monde, qui dit au peuple iranien, descendez dans les rues, prenez les institutions, prenez l'appareil d'État, mémorisez bien le visage et le nom de vos bourreaux, parce qu'on arrive. Et puis, il ne se passe rien, c'est une responsabilité historique terrible. Rappelez-vous Barack Obama, en Syrie autrefois, qui dit à Bachar al-Assad, attention, il y a une ligne rouge, si vous la franchissez, vous allez voir ce que vous allez voir. La ligne rouge, les gaz chimiques. Bachar al-Assad franchit la ligne rouge et puis finalement il ne se passe rien. Moment
terrible. Il laisse tomber la France, Barack Obama. Et il laisse tomber François Hollande, dont les avions étaient prêts à décoller. C'était le 29 août 2013. Ben c'est à peu près du même ordre. Si jamais les États-Unis vraiment n'intervenaient pas, ce serait du même ordre, empire. Là, ce serait une responsabilité historique qu'auraient prise les États-Unis d'Amérique et qui est, je trouve, vertigineuse. Et l'amertume des Iraniennes et des Iraniens là-dessus, aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, est immense. Est-ce que l'Europe a été à la hauteur sur le dossier iranien? On l'a entendu? Non. Vous l'avez entendu? Non. La France, vous l'avez entendu? Non, okay. Bien sûr que non. Elle n'est pas là non plus. À part les manifestants, à part les survivants du massacre qui se produisait jusqu'aux dernières heures et qui se poursuit sans doute aujourd'hui dans les prisons, personne n'est à la hauteur. L'Europe, être à la hauteur, ça voudrait dire, expulser les ambassadeurs et les diplomates iraniens et fermer les ambassades jusqu'à nouvel ordre. Ça voudrait dire, 2, sanctionner les indignes dignitaires de ce régime sanguinaire. Et ça voudrait dire, 3, prendre des mesures contre les pays qui soutiennent les dictateurs, les indignes dignitaires en question ou qui les financent indirectement. Pour l'instant, j'entends rien de ça. Et ça voudrait dire, 4, inscrire le corps des gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes. C'est ce que demande avec inlassablement depuis des années, d'ailleurs je crois, Raphaël Glucksmann au Parlement européen. Ce serait ça, être à la hauteur de l'événement. Pour l'instant, c'est vrai que ce n'est pas le cas. Un dernier mot peut-être, Donald Trump a aussi menacé de laisser tomber l'Ukraine si on ne lui cédait pas sur le Groenland. Est-ce qu'il y a un espoir encore? Le président Zelensky sera à Davos demain ou après-demain. Il va rencontrer à nouveau les émissaires américains pour obtenir des garanties de sécurité liées à un cessez-le-feu. Est-ce qu'il y a un espoir pour l'Ukraine ou pas si les Américains se retirent du jeu? D'abord, je trouve qu'il y avait de l'héroïsme et il y a maintenant de la sainteté chez cet homme, chez Zelensky, qui continue d'y croire, d'aller à Washington, de prendre le train de Kiev en Pologne, de passer la nuit, de risquer les bombardements. Tout ça pour aller écouter... Des balivernes ? Écoutez, des promesses qui se contredisent jour après jour et qui ne veulent rien dire. Deuxièmement, le vrai espoir pour l'Ukraine, comme pour l'Iran, parce que c'est la même chose, le vrai espoir pour l'Ukraine comme pour l'Iran, c'est, l'opinion publique américaine, qui n'aime pas ça. L'opinion publique américaine, dans sa majorité, elle ne comprend pas la politique actuelle sur l'Iran et sur l'Ukraine. Et 2, les républicains... Ni sur le Groenland. Ni sur le Groenland non plus. Il y a des sondages massifs qui indiquent que c'est indéchiffrable. Et les républicains américains normaux, ceux qui sont fidèles à l'héritage de Ronald Reagan, et qui, pareil, qui sont anti-totalitaires, qui voient l'Amérique comme défenseuse de la liberté, et qui ne comprennent pas qu'on puisse faire alliance avec les Mollahs après les avoir menacés, et qui n'ont pas compris, événement très important pour les républicains américains, qu'on déroule le tapis rouge en Alaska à Vladimir Poutine. Ça, je peux vous dire que je connais des congressmen et women américains pour qui c'est resté en travers de la gorge, cette image-là. Dernier mot, Bernard-Henri Lévy. Il y a un conseil de défense d'Emmanuel Macron qui s'est tenu aujourd'hui. Il a été question aussi de la Syrie. Et je sais que vous êtes beaucoup battu pour les Kurdes, pour reconnaître ce que les Kurdes ont fait. Ils ont désormais, ils vont avoir une situation un peu plus compliquée, puisqu'ils vont devoir intégrer l'appareil syrien, l'appareil d'État syrien. Ils voulaient garder leur autonomie. Ce sont eux, je le dis pour nos téléspectateurs et nos auditeurs, qui gardent aujourd'hui les djihadistes de Daesh. Oui. Quel est le risque pour nous autres? C'est un risque considérable. Parce que si... Moi, écoutez, j'ai visité un de ces camps, il y a quelques années, j'avais filmé ça pour un de mes films. Honnêtement, l'idée que les djihadistes sanguinaires de Daesh soient gardés par les Kurdes, j'étais plutôt rassuré. L'idée qu'ils soient entre les mains de l'ancien djihadiste Jolani, dont personne ne sait, ni vous, ni moi, ni le président de la République, ni le président des États-Unis, s'il a vraiment juste changé de costume ou s'il a changé d'idéologie, ça ne me rassure pas. J'aime pas l'idée que ces djihadistes-là, qui sont des hommes enragés, puissent être gardés par les anciens djihadistes reconvertis qui gouvernent aujourd'hui à Damas. Ça, c'est sûr. 1. 2.
il n'y a pas, c'est pas seulement l'intégration à l'armée syrienne, il y a eu à Raqqa, il y a eu dans l'ensemble du Kurdistan syrien des morts, le sang a coulé et nous n'avons pas bougé. Alors que ces femmes et ces hommes, ces femmes combattantes, vous savez que les Kurdes, c'est ce peuple où il y a des bataillons de femmes héroïques, ils nous ont défendus, ils ont fait barrière de leur corps face à Daesh, ils ont fait qu'il n'y a pas eu peut-être plus d'attentats en Europe, et le fait qu'on les laisse tomber me semble, là encore, extraordinairement choquant. Et je vous remercie de me poser cette question parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Et c'est un enjeu majeur, évidemment, vu le niveau de la menace terroriste dans notre pays. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci beaucoup Louis de Ragnel. Dans un instant, c'est Pierre de Villeneuve qui nous attend pour Europe 1 Soir et Christine Kelly pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur